La majorité pense que la crise va encore arriver, mais le Fonds monétaire international pense différemment. Ils ont lancé un avertissement. Ce qui s'annonce est le plus grand défi depuis la Seconde Guerre mondiale. Et si la crise avait déjà commencé, mais sans que la majorité s'en rende compte? Dans cette vidéo, vous comprendrez les signes qui montrent que nous sommes déjà au cœur de la tempête et comment nous protéger. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas oublier. En janvier, lors du Forum économique à Davos, le FMI a émis une alerte sans précédent. Le monde serait au bord de la pire crise économique depuis 1945. Et ce qui est le plus préoccupant, c'est que cette alerte ne concerne pas quelque chose qui pourrait se produire, mais quelque chose qui est déjà en cours actuellement. Le ralentissement économique mondial a cessé d'être une prévision pour devenir une réalité palpable. Au cours des derniers mois, des entreprises considérées comme des piliers de l'économie, telles qu'Amazon, Alphabet et d'autres géantes du secteur technologique, ont annoncé des coupes de dizaines de milliers de postes de travail. Et cela ne se limite pas aux États-Unis. La vague touche déjà l'Europe, affectant les exportations, les investissements et la confiance des consommateurs. Pendant ce temps, le coût de la vie explose. Se loger, manger, chauffer la maison en hiver, tout est devenu plus cher. Et pour la majorité des personnes, les salaires ne suivent tout simplement pas cette nouvelle réalité. Cela vous semble familier ? C'est probablement parce que vous ressentez déjà cela. Le problème est que beaucoup croient encore qu'il s'agit simplement d'une mauvaise passe, comme d'autres que nous avons déjà connus. Mais les données montrent le contraire. Nous sommes confrontés à un cycle qui ne suit pas le même scénario que les crises précédentes. Et la question qui plane dans l'air est: qu'est-ce qui cause cette rupture silencieuse dans le système économique mondial ? La réponse nécessite de se pencher sur le passé et d'identifier ce qui soutenait réellement la croissance des 40 dernières années. Et plus important, pourquoi cette base a-t-elle commencé à s'effondrer ? Pendant des décennies, la croissance économique mondiale a été stimulée par un trépied fragile, une consommation encouragée, un crédit facile et des taux d'intérêt artificiellement bas. Les familles s'endettaient pour maintenir leur niveau de vie, les gouvernements émettaient des dettes pour financer des déficits croissants, et les banques centrales maintenaient les taux d'intérêt proches de zéro pour soutenir le tout. Cela a fonctionné, mais seulement pendant un certain temps. Mais ce modèle s'est épuisé. Ce qui était autrefois un stimulant s'est transformé en piège. L'inflation que nous observons aujourd'hui n'est pas un écart de route, mais le reflet direct d'années d'expansion monétaire sans contrepartie productive. Pour contenir cette inflation, les banques centrales ont été contraintes de faire ce qu'elles évitaient depuis longtemps: augmenter rapidement les taux d'intérêt. Et ici commence l'effet domino. Des taux d'intérêt plus élevés rendent les financements plus coûteux, ralentissant la consommation et mettent en place la pression sur les entreprises endettées. Le secteur de la construction ralentit, le commerce perd son dynamisme et les licenciements suivent rapidement. Plus les taux d'intérêt demeurent élevés longtemps, plus l'impact sur le revenu, le crédit et la confiance est important. Le point central est le suivant. Cela ne semble pas être une crise passagère. Cela ressemble à l'effondrement d'un modèle entier. Ne sommes-nous pas face non seulement à une récession, mais au crépuscule d'une ère économique ? C'est pourquoi comprendre les signaux à l'avance est vital. Et vous n'avez pas besoin d'être analyste pour cela. 3 indicateurs offrent des pistes claires. L'indice ISM, qui montre le ralentissement de l'industrie. Le taux de chômage, qui change de direction avant les effondrements. Et les spreads de crédit, qui mesurent la confiance entre les institutions. Lorsque ces 3 indicateurs commencent à évoluer ensemble, c'est un signal d'alerte maximale. Et les données les plus récentes montrent exactement cela. Mais quel lien ces signaux ont-ils avec ce qui s'est passé en 1974, 2008 et 2020 ? L'histoire ne se répète pas exactement, mais elle tend à rimer. Et pour comprendre la crise que nous vivons aujourd'hui, il est essentiel de revisiter ce qui s'est passé à ces dates. En 1974, tout semblait stable jusqu'à ce que le prix du pétrole triple à la suite de l'embargo arabe. L'inflation a explosé, les taux d'intérêt ont fortement augmenté et, en quelques mois, l'économie mondiale s'est effondrée. L'indice ISM, qui mesure l'activité industrielle, a chuté à des niveaux historiques. Le chômage a augmenté, les marchés se sont effondrés et la confiance a été détruite. Ce qui est le plus effrayant, personne n'a vu cela venir. Ou plutôt, peu de gens ont voulu le voir. Déjà en 2008, le problème était différent, mais le résultat similaire. L'effondrement du marché immobilier américain
a exposé un système alourdi par des dettes mal évaluées. La réponse est venue rapidement. Les banques centrales ont ouvert les coffres et ont imprimé des trillions de monnaies pour sauver le système. Mais cela a créé une nouvelle habitude dangereuse, utiliser l'argent facile comme solution permanente. Et puis est venu 2020. Avec la pandémie, le monde s'est arrêté, littéralement. La production a cessé, la consommation a chuté et les gouvernements ont adopté une mesure sans précédent, des transferts directs d'argent pour les citoyens et les entreprises. Aucune génération précédente n'avait été témoin d'une chose pareille. Le problème est que chacune de ces crises a laissé un résidu, des dettes plus élevées, des taux d'intérêt plus bas et une dépendance de plus en plus grande à l'État. Nous accumulons des déséquilibres sans résoudre les anciens. Jusqu'à quand cela va-t-il continuer à fonctionner ? La prochaine crise ne sera peut-être pas simplement une répétition. Elle pourrait être l'accumulation de toutes celles-ci. Et les signes qu'elle pourrait être pire ont déjà commencé à apparaître. Il existe ceux qui pensent que la prochaine crise ne sera qu'une de plus dans le cycle. Cependant, les données suggèrent le contraire. Ce qui se dessine devant nous pourrait être plus profond, plus rapide et plus difficile à contenir. La dette publique des principales économies est à des niveaux que nous n'avons pas vus depuis les années d'après-guerre. Seule l'Allemagne, considérée comme fiscalement conservatrice, a dépassé 2600 milliards d'euros d'endettement. Les États-Unis ont franchi les 33 000 milliards de dollars. Cela limite drastiquement la capacité des gouvernements à réagir avec de nouveaux stimuli, comme cela a été le cas lors des crises passées. Mais il y a quelque chose d'encore plus préoccupant. L'inflation n'est plus temporaire. Elle se montre résiliente, même avec des taux d'intérêt élevés. Et plus elle dure longtemps, plus elle érode le pouvoir d'achat, en particulier des retraités et des travailleurs à revenus fixes. Cela corrode la confiance dans la monnaie. Lorsque l'euro, le dollar ou le franc suisse ne transmettent plus de stabilité, l'ensemble du système commence à vaciller. Ajoutons à cela un scénario externe instable. La guerre en Europe de l'Est, les tensions avec la Chine, l'augmentation de la compétition pour les ressources et le défi de la transition énergétique. Des pays comme l'Allemagne font face à une désindustrialisation partielle en raison du coût de l'énergie, quelque chose d'impensable il y a quelques années. Mais il existe encore un autre risque, moins souvent évoqué, mais tout aussi menaçant. Les signes gris, des événements prévisibles mais systématiquement ignorés. La crise énergétique qui a touché une grande partie de l'Europe en 2022 n'était pas une surprise pour ceux qui observaient la dépendance au gaz russe. Ces types d'événements sont des risques réels, en cours, qui peuvent encore accélérer une crise déjà en cours. Mais si même les gouvernements ne parviennent pas à contrôler tout cela, que reste-t-il à l'investisseur ordinaire ? C'est là que comprend l'émergence d'un nouveau type de crise que nous vivons, silencieuse et continue. La crise actuelle n'a pas besoin d'être accompagnée de collapsus visibles ou de gros titres dramatiques pour être dévastatrice. Elle peut agir de manière discrète. C'est cela qui rend la répression financière si dangereuse. La répression financière se produit lorsque les gouvernements maintiennent intentionnellement les taux d'intérêt en dessous de l'inflation. Autrement dit, l'argent que vous épargnez, investissez ou recevez en retour rapporte moins que l'augmentation des prix. En pratique, votre pouvoir d'achat diminue, même si les montants de votre compte semblent stables. Cela semble peu, mais au fil des années, cette différence ronge silencieusement la valeur d'une vie entière d'économie. Ce mécanisme n'est pas nouveau. Après la Seconde Guerre mondiale, des pays européens extrêmement endettés ont utilisé cette stratégie pour annuler leurs dettes publiques sans avoir à déclarer un défaut de paiement. Le coup, cependant, est tombé sur la population, principalement sur la classe moyenne épargnante, qui a vu ses efforts être dilués par cette inflation invisible. Et aujourd'hui, nous voyons des signes similaires. Les gouvernements ne peuvent pas plus soutenir des taux d'intérêt élevés sans compromettre leur propre budget. Alors, ils choisissent la voie discrète, maintenir les taux artificiellement bas, tandis que l'inflation fait le sale travail. Vous payez plus au supermarché, pour le loyer, pour l'énergie, et, sans le réaliser, vous aidez à réduire le déficit public. La question qui se pose est inévitable. Comment se protéger d'un système qui dévalorise votre argent de manière aussi subtile ? Dans un contexte où le système lui-même s'oppose au pouvoir d'achat de la population, la protection patrimoniale devient le nouveau levier de croissance. La première couche de défense repose sur les actifs réels. L'or physique en est un exemple. Non sans raison, les banques centrales ont considérablement augmenté leurs réserves d'or, qui dépassent déjà plus de 36 000 tonnes à l'échelle mondiale. Un autre exemple est constitué par les terres agricoles, qui conservent une valeur intrinsèque en contexte de dévalorisation monétaire. Des milliardaires de la technologie et des investisseurs privés achètent d'immenses superficies de terres agricoles
et des propriétés stratégiques, tant en Europe qu'aux États-Unis. La deuxième couche implique un revenu passif sécurisé. Les investissements dans des entreprises solides qui versent des dividendes constants et croissants. Ces investissements aident généralement à compenser la perte du pouvoir d'achat. La troisième couche est la diversification internationale. Avoir une partie de son patrimoine investi dans des actifs en dehors de la zone euro et même dans des fonds négociés en bourse, ETF, globaux, réduit l'exposition au risque local. Mais protéger n'est qu'une partie de l'équation. Il y a également un autre élément que l'histoire nous enseigne. Les cycles changent, et ceux qui comprennent les signes de renouveau peuvent en sortir plus forts. Les crises ne sont pas la fin, ce sont des points de basculement. Après 1945, lorsque l'Europe était en ruine et que le Japon était dévasté, le monde a trouvé une nouvelle voie. L'accord de Bretton Woods a redéfini le système monétaire mondial, le dollar s'est consolidé en tant que monnaie de référence, et des institutions telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont été créées. En quelques années, les pays qui semblaient ruinés ont entamé l'une des plus grandes phases de croissance de l'histoire moderne. Pourquoi est-ce important aujourd'hui ? Parce que les cycles se répètent. Étant donné au milieu du chaos actuel, il existe déjà des signes d'un nouveau modèle émergent. La quête de l'indépendance énergétique accélère les investissements dans les sources renouvelables. La relocation des usines à l'intérieur des pays, ce qu'on appelle le reshoring, réduit les vulnérabilités mondiales. Et la numérisation, en particulier avec l'intelligence artificielle et la blockchain, redessine des secteurs entiers. Mais ces mouvements ne profitent pas à tous de la même manière. Seuls ceux qui s'adaptent rapidement récoltent les fruits. L'investisseur qui identifie les tendances structurelles avant la masse peut mieux se positionner, éviter les pièges et participer à la reconstruction dès le départ. La clé réside dans la discipline et dans la disposition à regarder au-delà du bruit en étudiant les fondamentaux, comme le faisaient déjà les grands investisseurs du siècle dernier. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre le contexte actuel, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre commentaire et aimez la vidéo. Les crises sont inévitables, le manque de préparation est optionnel. Avec les bonnes informations, vous vous protégez. Et ce ne sera pas le premier avertissement sérieux, il y a aussi cet autre qui apparaît sur votre écran. Nous vous y attendons.